Bonjour, vous en avez l'habitude, à partir de midi, tous les jeudis, les décideurs de la gestion, autour de moi, deux gérants que nous avons sélectionnés pour à la fois juger l'actualité, la décrypter, donner des pistes d'investissement et des conseils même précis pour finir dans l'émission. Autour de moi, Marc Boukobza, Fastea Capital. Bonjour. Bonjour Marc. Et Fabrice Coustet, un nouveau, CMC Markets. Vous pouvez nous dire un mot de ce que fait CMC Markets? Tout à fait, Hubert. Nous sommes spécialistes de produits dérivés que sont les CFD et le marché du Forex, c'est-à-dire des devises dont on parle beaucoup en ce moment. Donc je peux faire ce que je veux, mais je peux prendre beaucoup de risques, peu de risques quand je viens vous voir. Exactement. Vous mettez une plateforme à votre disposition et ensuite à vous d'intervenir sur les actions, les indices, les matières premières ou les devises. Bien, on commence par l'actualité. Bon, on va quand même commencer l'actualité. Une fois de plus, c'est l'euro. Alors là, cette semaine, on a les élections en Grèce, voire des élections en France. Je ne sais pas si ça a la même importance. Et puis, le plan espagnol sur les banques. Marc voulait commencer que c'est encore une crise avec une solution de la dernière chance qui recommencera dans un mois. C'est quoi? Je dirais que c'est encore la répétition d'erreurs successives qui ne mènent à pas grand-chose. Un énième plan pour les banques espagnoles. Là, au moins, ils ont le courage de dire que c'est un plan pour les banques. Oui, mais il y a une somme. Il y a une somme qui n'est pas nulle, là, ce coup-ci. Oui, c'est une garantie, mais en gros, ça ne sert à rien. On ne fait que s'attaquer à des problèmes de manière indirecte. Le souci, c'est qu'après l'Espagne, on va avoir l'Italie, puis après l'Italie, ça va être nous. Si ça marchait ce qu'on faisait depuis 3 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est tout à remettre en Fabrice, en vous êtes aussi place. dur que Marc sur... On est un peu critique vis-à-vis des politiques, bien évidemment, qui sont dans la réaction. C'est une fois qu'on est vraiment dos au mur, qu'on n'a plus le choix, de sommet de la dernière chance en sommet de la dernière chance, qu'on prend une décision. On aimerait bien que les politiques se mettent autour de la table dans un temps un petit peu plus long et disent voilà les étapes pour véritablement se sortir de la crise. Combien il faut, quelle va être... On connaît finalement la théorie des dominos. On savait qu'il y aurait Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, demain Italie. Donc anticipons et essayons de prévoir un pare-feu suffisamment puissant plutôt que des rustines, même des rustines à 100 milliards, mais qu'on colle et dont on essaye de... Finalement, le marché est toujours déçu. Le marché est toujours déçu et du coup, on navigue à vue. On est dans la plus complète incertitude. Et forcément, dans ces conditions, les marchés s'écroulent, et même les marchés mondiaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est quand même suspendu à cette toute petite décision, ces élections, non pas de la France, mais d'un petit pays comme la Grèce, 11 millions d'habitants, qui va décider peut-être du sort de l'Europe. Et finalement, de tous les marchés mondiaux. Et le seul pare-feu réel qu'on n'ose pas activer pour des raisons dogmatiques, c'est la BCE. En échange, bien sûr, d'un changement de règles communautaires, mais sans l'apport de la BCE, on ne fait que tourner en rond. Alors, est-ce que ces élections grecques, ça peut être, après aussi l'élection française, le facteur déclenchant, parce que pour que ça marche, il faut que la France et l'Allemagne se mettent d'accord pour la BCE. Est-ce que ça va déclencher? Non, je ne pense pas. On attend tellement de mauvaises nouvelles de la Grèce que je ne pense pas que les élections, quel que soit le résultat de dimanche, fassent un grand effet sur les marchés. Je pense qu'il faudra vraiment changer de paradigme, et ça, c'est pas gagné. Donc... pas d'espoir. C'est un référendum finalement auquel on va assister ce dimanche. Les Grecs vont décider si oui ou non ils veulent de l'aide européenne en contrepartie de mesures drastiques, une austérité extrêmement sévère. À partir de là, on pense quand même qu'ils vont faire le choix de la raison et qu'on va pouvoir continuer à travailler avec eux. Mais le changement, effectivement, le changement d'air, est-ce que le changement d'air, en fait, est-ce que les peuples, et notamment l'Allemagne et la France, sont d'accord pour aller vers un changement d'air, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait à nouveau une crise encore un peu plus violente pour y aller? Il faut des degrés, on n'a peut-être pas encore atteint malheureusement le fond de la piscine. Il faut être clair, les seuls qui ont vraiment la décision, c'est quand même les Allemands, puisqu'in fine, c'est eux qui vont payer. On connaît à peu près aujourd'hui, et c'est nouveau, le coût d'une sortie de l'Allemagne de la zone euro qui s'élèvera à 1300 milliards d'euros. Versus le choix de rester et de financer cette Europe, mais quelle Europe, à 650 milliards. Le problème pour les Allemands, c'est que 1300 milliards, ils savent à peu près ce que ça fait, puisqu'ils sont passés par une réunification qui leur a coûté 1000 milliards, ils connaissent les efforts à faire pour faire ça. Les 650 milliards pour sauver l'Europe, on ne sait pas combien de fois il va falloir faire 650 milliards. Oui, alors donc si je paye moitié prix, c'est bien, mais si je paye le triple du prix, ça devient moins bien. Alors il y a quelque chose
les marchés obligataires aujourd'hui, ils ont l'air complètement désorganisés. Il y a un moment, il y a des moments où il y a une espèce de panique à l'achat sur les Allemands, voire même sur les Français, ce qui paraît paradoxal. Avec des taux négatifs quasiment. Avec des taux quasiment négatifs. Il y a des moments où on voit la même notation pour l'Italie, qui est un pays relativement d'abord riche et sain par rapport à l'Espagne. Comment est-ce qu'on peut juger ça? Je crois que, pour revenir quelques secondes sur le sujet de l'Allemagne, je ne pense pas que l'Allemagne ait non plus intérêt à sortir elle-même de la zone euro, parce que tout l'excédent commercial qu'elle a, ou presque, vient de la zone euro. Donc si l'Allemagne sortait, entre guillemets, en menaçant de ne pas vouloir payer, ce qui est un argument quand même assez bizarre, parce qu'on est tous intimement corrélés, ça ferait un Big Bang très important pour eux. Donc je ne pense pas que l'Allemagne ait vraiment intérêt à sortir. Ensuite, c'est vrai que sur le marché obligataire, on a parfois donc des gens qui prêtent à 0%, voire négatif. Donc c'est le prix de la soi-disant sécurité, mais c'est totalement absurde à mes yeux. Qu'est-ce que vous recommanderiez, vous, à des gens, justement, qui cherchent à faire des différences sur le marché de taux? Je pense qu'il y a une différence entre l'investisseur particulier qui a son petit patrimoine et puis une caisse de retraite qui a plusieurs centaines de millions, voire des milliards ou des dizaines de milliards à gérer. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de plus en perdre. Donc on a un flight to quality, donc on se tourne vers les actifs refuges, et le meilleur actif refuge, c'est le cash. Donc le cash ou le quasi-monétaire ou l'obligation allemande qui paye 0, mais au moins où on estime qu'on ne va peut-être pas perdre de l'argent, ou pas trop. Oui, c'est quand même pas facile. Et alors sur les devises, là je voyais ce matin, la Banque nationale suisse dit, moi je défendrai la hausse, ma monnaie contre la hausse. C'est crédible? On peut faire quelque chose, ou est-ce que finalement les monnaies qui ne sont pas l'euro et pas le dollar, finalement sont destinées à se réévaluer toutes seules? C'est un tout, hein. Il faut une politique économique et budgétaire. La Banque centrale de n'importe quel pays, elle a toute l'attitude pour faire exactement ce qu'elle veut. Le signal qu'elle donne est quand même assez fort pour la Suisse, notamment, vu qu'elle a des afflux de devises en ce moment, qui évidemment coïncident avec aussi les retraits qu'il y a dans beaucoup de pays européens. Mais c'est un problème global. La Banque centrale est un élément majeur, mais elle doit aussi s'accompagner de politiques économiques crédibles. Sur les devises, vous auriez des conseils? Alors on ne donne pas de conseils, mais on peut quand même avoir des perspectives. Moi je trouve qu'étonnamment, on a quand même une devise européenne qui résiste étonnamment bien. Même à 1,20, 1,25, c'est quand même... Oui, on parle de la crise de l'euro, mais il est... Voilà, on voit bien que c'est une monnaie vraiment qui recouvre plusieurs zones, sûrement entre une Europe de l'Allemagne où on aurait un euro à 1,80 et un euro de la Grèce qui serait aux alentours de 0,60, 0,80. Donc nous, on serait un petit peu au milieu. Donc 1,20, 1,25, c'est pas mal. C'est sûr que si on regarde à très court terme, parce que les gens qui travaillent sur les devises suivent ça vraiment au jour le jour, il faut prendre en compte les décisions macroéconomiques, ce vote qui va être très important et qui va donner la direction. C'est sûr que si la Grèce décide de sortir de l'Europe, on aura un affaiblissement de la zone et à ce moment-là, on aura peut-être une devise qui va en là, oui, je ne pense pas que la Grèce veuille sortir de l'Europe. Elle veut rester dans l'Europe, mais ne pas être assommée par les mesures qu'elle subit depuis 3 ans. Oui, c'est ça, le débat, c'est pas être ou non dans l'Europe, c'est être dans l'Europe, mais avec une vision de long terme. Il y a quand même un moment où il faut que les choses se fassent. Alors, on parlait de taux réels, de taux faciaux très faibles, voire négatifs. Taux réels, ils sont peut-être plus importants parce qu'on a quand même des éléments, sinon de déflation, de désinflation, qui tombent petit à petit un peu partout. C'est très mauvais signe, c'est mauvais signe, c'est quoi? La déflation est rarement bon signe, voire jamais. C'est évidemment corrélé avec les estimations de croissance qui sont toujours précédées d'un moins maintenant. La déflation est quelque chose d'assez difficile à juguler en plus, et ça rentre encore une fois dans la logique contraire, qui est de surtout pas continuer ces politiques d'austérité partout qui ne mènent strictement à rien, sauf à la dépression. Mais qu'est-ce qu'on peut faire devant la déflation, cash is king, mais à part ça, mais le cash pur, c'est ça? On a déjà vu qu'il y avait par exemple un report depuis 2 ou 3 ans sur l'immobilier, les biens de luxe. On a vu en particulier Paris, le lingot d'or de la pierre qui a flambé, qui continue. On lance la baisse, mais elle ne vient pas. Elle ne viendra sans doute pas dans ce contexte. Non, c'est compliqué pour les investisseurs particuliers. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est faire le dos rond.
Alors c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils l'ont fait déjà dans la période 2008-2009. Ensuite, on a eu un petit rebond. Ça fait un petit moment. Et puis finalement, depuis l'été dernier, où on a eu quand même une chute extrêmement violente des marchés, on a eu un petit espoir printanier, mais qui s'est vite éclipsé. Donc là, c'est vrai que c'est difficile. Non, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des belles valeurs. On est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles, à 9,5 sur le PER par exemple, donc le ratio bénéfice par rapport au coût. Et je pense que c'est à exploiter parce que la crise, à un moment, on va toucher le fond, on prendra une décision, peut-être une Europe à 8 ou 9 ou 10 plutôt que 27, mais il y aura des décisions structurelles qui vont faire qu'on va enfin desserrer les taux de la macroéconomie qui pèsent aujourd'hui et laisser un petit peu les vous achetez ça parce qu'on a quand même le sentiment que par ailleurs le cycle économique un peu partout dans les pays dits développés, dans les pays dits émergents, est quand même en train, non pas de s'inverser, mais de patiner un peu. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que les cycles économiques sont en général pas vraiment alignés sur les cycles boursiers. On a toujours cette manière d'anticiper les choses. Donc je suis assez d'accord avec le raisonnement de moyen-long terme qui est que le marché à ces niveaux-là est quand même relativement peu cher et il y a pas mal de secteurs qui ne se payent rien en pricant des catastrophes qui ne sont pas forcément certaines. Donc à moyen terme, plutôt acheteur aussi. Donc plutôt acheteur, le cycle boursier va devancer le cycle économique. Normalement, oui. Bien, petite séquence questions avant d'aborder la stratégie. L'automobile. Alors l'automobile, on voit 12% de baisse pour Peugeot et Renault cette semaine, même Faurecia 11,5%. Et est-ce que c'est une maladie ou est-ce qu'au contraire c'est un espoir? On se retourne évidemment vers le gouvernement en disant venez nous aider à vendre nos bagnoles. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment le secteur peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut parier sur ce secteur? Moi, je suis contre c'est même pas des soins palliatifs, c'est de la méthadone qu'on va donner aux fabricants, aux constructeurs. On a vu que ça marchait qu'un temps, qu'il y avait effectivement le patient se portait mieux pendant un petit moment, mais ensuite c'était encore pire. Donc je suis contre une économie subventionnée et je pense que c'est pas bon. C'est sûr que sur le papier, ça améliore les chiffres à court terme, mais à long terme, on voit qu'on a encore une fois, on reparle de compétitivité. Dans la même zone, pour le coup, on a un Volkswagen qui est hyper performant, qui continue à vendre des voitures premium, notamment dans les parties émergentes. Oui. Alors que nous, on est dans un espèce de succès d'Audi est un truc qui est exceptionnel dans les émergents et qui continue. C'est-à-dire là, ils ont des capacités. C'est bien. Je pense qu'on doit aussi travailler sur ces segments. PSA est en train de le faire avec des très beaux succès, je pense notamment sur Citroën. Il faut continuer, il faut creuser son sillon, il faut trouver sa place. Il faut être dans le secteur, vous avez quelque chose? Tout à fait, même si je suis complètement d'accord avec le fait que ça ne sert à rien de donner un shoot, pour reprendre l'expression. Le problème, c'est la fin du traitement. Oui, non, mais ça ne sert à rien. Il y a des soucis stratégiques chez les constructeurs français qui feraient mieux de s'interroger sur la stratégique plutôt que sans arrêt taper à la porte des États pour avoir des aides. Mais nous, effectivement, vu les valos qui sont difficilement explicables, toujours sur l'optique moyen terme, on a à la fois du Peugeot et du Faurecia aussi. Du Peugeot et Faurecia. Ouais. Bien. Et Michelin? On n'a pas de Michelin, non. Il est concentré sur Peugeot et Faurecia dans le secteur. Très bien. Question de Michael. Nokia, la suppression de postes, le cours a bien réagi. Ça vous inspire quoi? Bon, c'est comme d'hab, là aussi c'est une question de shoot, je dirais. On fait plaisir au marché entre guillemets, mais en fait ça met en exergue une fois de plus l'incroyable erreur stratégique de Nokia et aussi BlackBerry qui se sont fait complètement phagocyter sur les smartphones. Ça fait plaisir à court terme, mais ça ne change pas le problème stratégique. On est frappé quand même par ces accidents industriels, c'est-à-dire que c'est quand même des mastodontes avec des milliers de gens qui font de la recherche, et on voit un Nokia qui s'effondre en quelques années, de même que Kodak. Kodak qui n'a pas vu voir, c'est la disparition du... Non, c'est comme un peu le vidéoclub au coin de la rue qui n'a pas vu la télé connectée ou la VOD qui arrive. Vous avez du monde, vous avez des cash flows et vous ne savez pas quoi en faire. Et puis vous ne voyez pas surtout la révolution industrielle de votre secteur, alors que vous êtes leader. Alors, toujours Michael, tiens, sur l'abandon éventuel de ces intérêts grecs par le Crédit Agricole, la conséquence pour le Crédit Agricole? Peut-être la fin d'une aventure rondement menée, si je peux me permettre cette expression un peu péjorative. Ils ont foiré de bout en bout sur la Grèce. Là, ils essayent tranquillement d'essayer de s'en débarrasser pour dire au marché, rassurez-vous, on ne sera plus jamais exposé sur la Grèce. Difficile de savoir comment ils vont réellement s'en sortir parce qu'il y a plusieurs schémas en cours, mais globalement, c'est un terrible échec.
Bien. Après 6 milliards d'investissements, c'est vrai que la Banque verte peut s'en remettre, évidemment, hein, avec plus de 70 milliards de fonds propres. L'idée, c'était de stopper l'hémorragie. Ce qui est dommage, c'est qu'apparemment, ils avaient déjà commencé à faire des gros efforts de restructuration là-bas. Et que finalement, là aussi, hein, si on se donne suffisamment de temps, après à quel coût, évidemment, je pense qu'à terme, il peut y avoir un renouveau de ce pays. La banque aurait été bien placée, mais ça sera peut-être un peu trop tard. En tout cas, les actionnaires vont être gagnants à court terme. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'on va arrêter de faire des chèques en blanc. Rumeur sur Morel et Prom. L'habituel baratin depuis des années, c'est sans arrêt les mêmes histoires. Il y aura une EPA, ceci, une EPA, cela. Morel et Prom a complètement changé de dimension avec la cession d'Amundi, qui était stratégiquement, à mon sens, quelque chose d'assez difficilement compréhensible. Et depuis, c'est rumeur sur rumeur, c'est comme d'hab. Alors, autre question, bonne perspective pour Zodiac, perspective épouvantable pour Air France dans le même secteur. Ça peut durer longtemps, cette différence entre celui qui a les clients qui a l'air de perdre de l'argent et celui qui est en B2B qui a l'air d'en gagner. Le sous-traitant, déjà, ne sous-traite pas simplement avec Air France. Donc aujourd'hui, c'est un acteur global, très bien intégré, qui est très très innovant. Donc je pense que c'est ce qui est salué. Hein. Et voilà, qui profite de l'embellie générale, globale de ce secteur aérien. C'est sûr qu'il est pénalisé, pas à cause de ses structures pour Air France, mais dans le monde entier, on vole de plus en plus, les déplacements vont se faire, les zones émergentes sont en plein boom. Donc là, il y a une explosion du trafic aérien qui bénéficie évidemment à des acteurs comme Zodiac par exemple. Alors des questions. Attention, c'est quand même un petit peu survalorisé actuellement, on arrive près des niveaux de vente. Donc là, pour ceux qui en ont depuis un petit moment... Ça a tellement bien marché qu'en plus, quand la bourse baisse, c'est quand même ce qu'on a envie de vendre. Ce qui est le mieux Pricing marché. Power, c'est une entreprise comme d'autres dans l'aéronautique, EADS, Safran, Zodiac, qui bénéficie de plusieurs choses, donc baisse de l'euro en particulier, qui sont sur une niche. Donc on a pu en acheter. Maintenant, attention, parce que, encore une fois, le titre a bien progressé, il est peut-être temps de prendre ses profits. Alors j'ai une question sur des cycliques. Lafarge remonte ses objectifs, ça n'a pas l'air cher. Effectivement, tout le secteur est assez peu cher. Saint-Gobain aussi, dont on avait déjà parlé la dernière fois, n'est pas du tout chèrement valorisé. Pour l'instant, ce n'est pas à la mode, parce qu'il y a des craintes, mais là encore, à moyen long terme, du Lafarge, du Saint-Gobain, ça semble être assez corrélâtre des opportunités intéressantes. Et toujours je me retourne vers l'ordinateur, toujours dans le secteur cyclique, une question sur ArcelorMittal qui, lui, rentre dans des plans de réduction de capacité. C'est quelque chose qui peut durer longtemps dans ces secteurs-là. Ça fait un peu peur, non? On sait que quand on éteint un haut fourneau, c'est pas pour le rallumer du jour au lendemain. Voilà, c'est que vraiment il y a une anticipation d'un ralentissement qui peut être plus prononcé. C'est des entreprises qui sont toujours un petit peu à contre-tendance, c'est-à-dire qu'elles rentrent plus tard dans la crise, mais elles mettent aussi plus de temps à en sortir. Donc c'est pas sur ces secteurs ou sur ces dossiers qu'il faut être misé pour une sortie de crise si on anticipe. Alors pour finir la séance question, opération d'Unibail d'Unibail Rodamco dans le secteur de l'immobilier commercial en Allemagne. Ça prouve qu'effectivement qu'on doit toujours être dans l'immobilier, que même les professionnels achètent pour vous. Alors là, c'est de l'immobilier sur les centres commerciaux. Oui. Hein, donc c'est quand même lié à l'activité. C'est lié non seulement à l'activité, mais surtout ce qui est intéressant, c'est à la consommation. Donc là, on a le pari quand même quand on va en Allemagne, qui est un pays pas réputé pour une consommation extrêmement forte, de se dire tiens, les Allemands en ce moment sont en train de renégocier des hausses de salaire, donc plus de pouvoir d'achat. Donc est-ce que les fourmis allemandes vont devenir des cigales françaises, par exemple, puisqu'on nous on consomme beaucoup? Pas forcément, mais il y a quand même un vrai pari et je trouve ça pas mal du côté d'Unibail. Donc c'est plutôt même un bon signe en secondaire, c'est-à-dire de se dire c'est bien une indication que l'Allemagne va avoir un discours toujours aussi rigoureux et une politique peut-être un tout petit peu moins restrictive. Voilà, plus accommodante et surtout vraiment le moteur de la croissance par la consommation est fondamental. Alors, ce qui serait une très bonne nouvelle pour l'Europe. Ça serait une très bonne nouvelle pour l'Europe. C'est le jeu. Il se trouve que le président de la République a pris un peu Mme Merkel de front et c'est ce qu'il faut éviter. Ça change. Mais je ne suis pas sûr, ça change, on va dire. Voilà. Croire sans arrêt qu'on a forcément raison, c'est toujours un peu dangereux. Donc je ne suis pas contre le fait qu'on lui rentre un peu dedans, à l'Angela. Très bien. Dernière question dans cette séquence question d'actualité. Eurotunnel, SeaFrance, est-ce que c'est dangereux pour eux ce pari? Est-ce que en fait, c'est une opportunité ou est-ce que c'est un danger? C'est sans doute une bonne nouvelle pour SeaFrance. Pour Eurotunnel, j'avoue être toujours resté à l'écart de cette société depuis son introduction, donc j'avoue avoir regardé d'un œil très distrait cette nouvelle. Bien, rien de plus.
C'est des titres un petit peu maudits en bourse. Ceux qui ont actionnaires de la première l'ont un petit peu mauvaise et c'est vrai qu'on a du mal quand même sur ces dossiers à revenir et à être très positif. Mais il y a surtout parce qu'il y a aussi d'autres très très bons dossiers par ailleurs. Oui, surtout sur les défensifs, je pense à la pharmacie qui peut être très intéressante en ce moment, qui ne se paye pas cher, Sanofi et Genzyme. Je pense que là, ça peut être très très intéressant. Sur Eurotunnel, un des problèmes, c'est que parmi les actifs, il y a un déficit fiscal reportable et qu'on change de gouvernement de temps en temps, on peut changer les règles et que ça, c'est jamais très simple, même s'il y a la France et l'Angleterre. Donc on passe à la rubrique stratégie, on va dire. Des opportunités dans le niveau de cours, vous disiez que c'était pas cher. Il y a des choses à saisir pour vous? Ben voilà, sur les défensifs, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment déjà bien diversifier son portefeuille. C'est une règle. On voit qu'aujourd'hui, la zone la plus traumatisée aussi au niveau de la bourse, c'est quand même l'Europe. Donc il ne faut pas hésiter à sortir un petit peu de l'Europe. Les États-Unis résistent bien. Les émergents, c'est vrai que ça se complique, mais ne pas hésiter à faire des poches un petit peu différentes. Parce que les États-Unis en particulier, c'est pas mal, notamment sur la techno. Donc ça, c'est une première idée. Diversifier, et dans les diversifications, les défensives. Les défensives. Les défensives, donc vous avez cité la pharmacie. La pharmacie, effectivement. Qui a été une défensive qui a pas très bien marché dans les 4-5 dernières années, en moyenne. Effectivement, là, c'était aussi en pleine restructuration. Sur Sanofi, il y avait cette fameuse falaise des brevets, donc des cash flows qui étaient en péril. Bon, ils ont su se renouveler en rachetant de la biotech, donc à travers Genzyme. Maintenant, parmi les autres dossiers qui me paraissent très très bon. Je pense qu'encore une fois, il faut privilégier les sociétés qui ont la capacité à répercuter une hausse des matières premières sur leurs marges, donc qui ont ce fort pricing power. Donc des sociétés comme Essilor, là aussi ont très bien progressé, continuent à progresser. Et puis dans un secteur complètement différent, c'est notre champion, c'est toujours le luxe, LVMH. Je pense qu'on peut là aussi regarder le dossier autour de 120 €, ça me paraît intéressant. Des opportunités. Moi, je serais logique avec ce que j'ai dit il y a quelques minutes. On pense toujours qu'à ces niveaux-là, c'est plutôt des opportunités d'achat. Donc nous, on regarde beaucoup, par exemple, en ce moment, les maisons de retraite. Secteur, on n'était pas du tout présent, puisque ce n'était pas du tout value, notamment. C'était cher. Maintenant, oui, tout à fait. Et on trouvait de bonnes raisons pour expliquer que c'était cher. Aujourd'hui, c'est pas cher du tout. Et objectivement, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de raison pour que ce soit aussi peu cher. Quand on voit les valos d'Orpea ou du Noblage, par exemple, ça semble difficilement explicable sur le moyen terme. Dans une rubrique plus touchy, les automobiles, mais toujours dans une optique de moyen long terme. Peugeot à moins de 8 €, c'est quand même difficile à expliquer. Forestier à ces cours-là, c'est quand même. Et on est sensiblement en dessous de l'actif net. Oui, Peugeot, on est sensiblement en dessous de l'actif net depuis à peu près 4 ou 5 ans minimum. Et l'actif net n'est plus vraiment une mesure vu le cours du titre. Mais objectivement, ça semble incohérent d'avoir des cours pareils. Donc, voilà, et puis pour s'amuser un petit peu, je dirais, si on tente une sortie de cote après LVL, pour ceux qui l'avaient joué, bravo, Etam, je ne présente pas l'activité, je pense que tout le monde la connaît, à 10 €, ça ne vaut absolument rien, et peut-être un jour ou l'autre, ça sortira de la cote. Et LVL, justement, ça a quand même surpris que ce qui est surtout surprenant, ce sont les volumes sur le titre et la progression quelques semaines avant l'OPA. Si l'AMF nous écoute, qu'elle s'en occupe. Je pense qu'elle s'en occupera. J'espère. Alors les risques à ne pas courir aujourd'hui, ça c'est presque aussi important que les opportunités à chercher. Fabrice? Pas toujours pareil, mettre ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, le panier, je dirais que la corbeille du cash est quand même bien remplie et elle continue à être remplie puisque les gérants, malheureusement, subissent un phénomène de décollecte. On l'avait subi l'an dernier et cette année également. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, les gens, malheureusement, se détournent un petit peu de la bourse. Alors, il faut nuancer parce que d'un côté, il y a des gens qui sont un petit peu tétanisés, qui disent bon, il n'y a plus rien à faire en bourse. Et puis de l'autre côté, il y a les hyperactifs que nous, on connaît bien, qui, eux, n'ont jamais aussi bien travaillé, qui se disent qu'ils voient des opportunités dans tous les sens, à la hausse comme à la baisse, parce qu'on peut aussi gagner de l'argent en bourse pendant la baisse des marchés, ou du moins couvrir son portefeuille, et ça c'est très important. Donc déjà je dirais c'est ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et se dire bon voilà on subit, il n'y a rien à faire. On peut alléger. Vous préférez l'investisseur actif à celui qui fait vraiment le gros dos en disant j'ai mes belles valeurs, vous avez cité LVMH ou même Air Liquide. Non, ce qui est dommage, c'est de voir que voilà, on est dans une transformation peut-être radicale sur plusieurs pans de l'économie, le numérique, beaucoup de choses, même l'énergie, etc. Donc aujourd'hui, il faut se dire, les titres que j'avais, les bons parts de famille depuis quelques années, il est temps peut-être de les revoir, de se dire est-ce que ça va performer dans les 2-3 prochaines années et est-ce qu'il ne faut pas rebattre un peu les cartes. Donc la première chose, je dirais, le premier danger, c'est l'immobilisme. Ensuite, donc essayer d'aller voir d'autres zones géographiques ou d'autres secteurs, c'est très important.
Et puis, il faut être en accord avec son niveau de risque. Aujourd'hui, bah voilà, ce n'est pas la peine d'accélérer. On est en pleine purée de poids, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est normal, effectivement, d'avoir une réserve de cash importante. Mais être, je dirais, comme Warren Buffett, le doigt sur la gâchette, parce qu'il y a de très très bons dossiers. Et quand ça va partir, ça va aller très vite. Ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, les risques qui sont trop importants. Le risque qui est trop peu mis en avant en ce moment, c'est l'immobilier. Je ne pense vraiment pas que l'immobilier va tenir indéfiniment. Je pense qu'il est déjà sous perfusion lui aussi d'aide de l'État depuis plusieurs années et que à ces niveaux de valorisation au prix du mètre carré, par exemple à Paris, c'est juste ahurissant. Et quand on voit l'évolution des revenus et l'évolution des prix de l'immobilier sur les 10 dernières années, il n'y a aucune corrélation logique. On oppose souvent, on dit en classe d'actifs, ça ne fait pas une surperformance colossale. En revanche, en valeur d'usage, on est en dehors des clous. J'admets tout à fait cette théorie, sauf qu'il y a des niveaux de cours, que ce soit en bourse ou dans d'autres actifs, où ça devient incohérent. Le rendement locatif aujourd'hui, il est quasi nul, il ne supporte même plus le risque d'un moindre pépin. Donc je dirais que le principal risque qui semble sous-estimé à mon sens, c'est l'immobilier. Je pense qu'effectivement, après toutes les années pourries qu'on a eues sur les marchés, tout le monde s'est réfugié dans l'immobilier en disant au moins ça, c'est du dur, c'est pas la société Intel qui fait 50 warnings dans l'année, mais c'est du dur qui devrait valoir 50% moins cher. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille rester sur le secteur. Bien, alors une approche d'une allocation d'actifs, vous dites que vous n'ayez pas de conseils, mais vous pouvez peut-être donner un périmètre. Je ne mets pas tout dans le même panier, mais dans quel type de proportion? Encore une fois, c'est très compliqué parce que ça dépend des gens qui nous écoutent. Non, aujourd'hui, on voit en tout cas ce qui même dans les fonds qui sont gérés activement, on a grosso modo 50% de cash, voire plus. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a vu quand même une désaffection des valeurs européennes. Tout le monde a fui, quelle que soit la valeur. Donc ça, c'est normal dans ces conditions. Et ce cash, il va se réinvestir tôt ou tard. De toute façon, on ne peut pas rester éternellement à l'écart et des actions et de la pierre. Les obligations, évidemment, alors elles ne sont pas forcément accessibles pour les particuliers, mais ça reste, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Alors, pas les obligations d'État, mais... Dans les niveaux de taux actuels, voilà, là, on commence à perdre de l'argent. Sauf à jouer l'Italie, effectivement. Mais comme les marchés de capitaux sont de plus en plus durs et les banques vont de moins en moins prêter, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer ces obligations corporate, c'est-à-dire les obligations d'entreprise. Une grosse entreprise, Saint-Gobain... Alcatel, peu importe, a besoin de se financer, elle n'ira pas forcément vers les banques, mais elle va émettre de l'obligation, c'est-à-dire se financer en direct sur les marchés et avec des rendements qui seront sûrement beaucoup plus élevés. Marc, alors allocation d'actifs. 2 mots, shootez l'immobilier et investissez sur les actions pour ceux qui n'en ont pas assez. Pour en profiter. Je pense vraiment qu'à moyen terme, que Fabrice a décrite, à moyen terme sur les actions, il faut en profiter pour acheter. Je pense, oui. Voilà. Il faut avoir un peu de courage et de la patience. Alors, dernière séquence conseil. Commencer un concept, une grande valeur. Une grande valeur, on va dire Saint-Gobain, j'en avais déjà parlé, donc je vais en reparler encore, même si le parcours n'est pas excellent. Certes, en Assemblée Générale, il y a eu un petit warning, entre guillemets, sur le premier semestre, mais les objectifs annuels ont été confirmés. Là encore, c'est du moyen terme. La valorisation est difficilement explicable, sauf à pricer une méga catastrophe. Donc Saint-Gobain, pour nous, c'est normalement un des beaux dossiers à jouer dans les 18 prochains mois. Fabrice ? Je vais rester sur LVMH, qui me paraît vraiment l'actif tout temps aujourd'hui. Quand ça va bien, ça explose. Quand ça va moins bien, ça va encore pas si mal. Il y a toujours des riches et des nouveaux riches qui arrivent, notamment dans les zones émergentes. Il y a aussi le fait intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il y a un gros marché de revente de LVMH en Chine, où ça se vend 50% plus cher. Donc un sac acheté à 1 200 € sur les Champs-Élysées, ça se vend 1 800 quand on arrive à le ramener en Chine. Donc c'est ce qui. Donc si j'ouvre un magasin et que je fais que la moitié du chemin, je vais déjà avoir une jolie marge. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le problème de la contrefaçon, on voit que il y a quand même cet attrait du luxe, de toutes les valeurs qui sont représentées, qui arrivent dans ces zones émergentes, et il y a un appétit frénétique de consommation qu'on est loin d'imaginer ici, parce qu'on est forcément très déprimé, surtout les Français, on est champions de la déprime. On se shoot en plus, donc ça c'est peut-être un thème d'investissement. Mais en tout cas, voilà, on ne mesure pas l'attrait de ces belles entreprises encore, et je pense que c'est des dossiers qui vont continuer, même s'ils sont très bien valorisés, à être survalorisés dans les prochaines années. Marc, un joker.
Un Vous joker. avez cité des valeurs tout à l'heure, mais Tout à fait. Alors, un joker, je dirais le noblage. le noblage. Pour revenir sur la maison de retraite, alors, très peu valorisée, très belle performance du chiffre d'affaires et des résultats depuis plusieurs par années. rapport aux autres maisons de retraite, qu'est-ce qui est comme caractéristique, notamment On a rencontré boursière, récemment les dirigeants lors d'une visite privée. Ils ont vraiment la tête sur les épaules. Ceux d'Orpea aussi, qu'on a vu très récemment. Et je dirais que dans un secteur où la visibilité est forcément très importante et la valorisation très faible, il n'y a pas grand-chose à risquer aujourd'hui à aller sur le noblage autour des 10 euros. un joker. À très court terme, mais pour l'aspect spéculatif, attention, réservé aux C'est initiés, c'est le joker, ça va être effectivement le rebond de Crédit Agricole à très court terme. Je pense qu'à 3 euros ou un petit peu moins, ils viennent de les franchir à la peine. On a un dossier qui peut se décoincer, je dirais, à l'occasion d'une sortie éventuelle de la Grèce. Donc l'arrivée d'un nouveau directeur. Donc un nouveau directeur ancien qui est quelqu'un d'extrêmement capable, Xavier Muscat, et je pense qu'il va faire quelque chose de très bien de ce groupe. Bien, on va rester là. Juste une dernière question. Le Japon. Le Japon, on n'en parle jamais, mais il y a un peu de croissance. Alors c'est un pays très riche, c'est un pays qui possède sa dette avec beaucoup de déficits, mais qui possède sa dette. Et de la croissance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? Je dirais que nous, on va rarement sur les marchés émergents parce qu'on n'a pas les compétences en interne, donc on ne se risquerait pas à faire des projections. C'est déjà assez compliqué de le faire sur la France et sur la zone euro pour aller les faire sur le Japon. Aller prendre des coups au Japon. Le Japon, vous avez des idées ? Je ne sais pas si le Japon est vraiment un pays émergent. Je pense qu'il Non, est c'est pas émergent, mais un pays émergé. Très largement émergé. Très largement émergé. Mais émergé et puis maintenant bien immergé avec ce problème de dette. Moi, j'arrive pas à gagner de l'argent avec le Japon. Ça fait des années qu'on se dit, tiens, facialement, c'est un exportateur vers la Chine, quoi. On se dit qu'il y a toute raison pour que ça puisse marcher. Et puis il y a tout, mais il y a aussi des pesanteurs. On sait qu'il y a des problèmes sur la population notamment qui est vieillissante. Donc le moteur de la croissance n'est pas là. Donc c'est pas là où vous auriez tenté un coup. C'était la réponse à votre question. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.